Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux et ému de faire cette soirée un peu exceptionnelle en hommage à Paul Vallée. C'est une soirée spéciale parce que c'est dans le cadre des soirées étincelles que je dirige au Théâtre de la Colline. Et vous le savez, ceux qui sont venus à la première soirée, le principe de la soirée, c'est à chaque fois un poète mort qu'on redécouvre et un poète vivant, avec cette idée qu'on retrouve chez Walter Benjamin, qu'il faut retrouver dans le passé les étincelles d'espérance qui nous servent à éclairer le présent. Et Dieu sait que notre présent est troublé, donc il en a besoin. Voilà. Je vais vous présenter un tout petit peu Paul Vallée. Je vais me mettre debout, parce que je suis plus à l'aise. Paul Vallée, voilà, c'est un poète que la plupart des gens ne connaissent pas, et qui s'appelle au départ Georges Schwartz, qui est né en Russie, qui était médecin, qui était musicien, peintre, médecin des pauvres et des fous. Et c'est un être à la trajectoire assez exceptionnelle, dont vraiment l'histoire épouse l'histoire du XXe siècle. Je le mets un peu dans le programme. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai découvert un poème par hasard il y a 20 ans. Je suis entré dans une petite librairie d'occasion, j'ai ouvert le livre, et puis le poème s'appelait « Et je dis non », et le poème m'a éclaté au visage. Et après, je me suis dit, mais qui c'est ça, Paul Vallée? Et je n'ai eu de cesse de lire, de rechercher les recueils perdus, disparus, et d'essayer de comprendre qui était cet homme. Donc, pour vous dire en 2 mots, pour ceux et celles qui n'ont pas lu le programme, c'est quelqu'un dont la famille, qui a perdu sa famille à Auschwitz, et qui s'est lancé, et qui était résistant aussi pendant la guerre, ça c'est une chose importante, qui a été résistant dans le Cantal et en Haute-Loire, et qui, au sortir de la guerre, face à la disparition de tous les siens, a décidé de se lancer dans la poésie, comme il s'était lancé dans la résistance. Il y a un philosophe, Théodore Adorno, qui a dit qu'après Auschwitz, tout poème était barbare. Et bien lui, c'est l'antidote à cette phrase-là. Et voilà, du coup, ça fait des années que je recherche ces textes et que je vis avec ces textes, et je lui ai consacré un livre qui va sortir à la fin de la semaine. Donc c'est aussi une soirée pour célébrer et fêter ça. Et ce qui est très émouvant pour moi, là, pour cette soirée que vous allez vivre aujourd'hui, c'est que la plupart des textes que vous allez entendre n'ont jamais été lus, n'ont jamais été entendus en public. Donc, on a une mission ce soir, et de faire entendre la parole de cet être d'exception, qui était grand ami aussi de René Char, de Sioran, de Dubuffet, donc c'est pas rien, mais qui a décidé toujours de s'effacer derrière cette parole qui le portait. Alors, pour la soirée que vous allez vivre, je suis entouré, j'ai invité Linda Maria Barros, qui est une grande poétesse et directrice du Printemps des Poètes, qui a accepté gentiment mon invitation, et qui est aussi traductrice, doctoresse en littérature contemporaine comparée de Paris-Sorbonne, et qui a publié plusieurs recueils de poésie à Chêne Éditeur et au Castor Astral notamment, et qui est aussi vice-présidente du PEN Club français, un des centres du PEN mondial, Fédération mondiale d'écrivains qui défend la liberté d'expression. Et voilà, pour toutes ces raisons, ça m'a semblé logique et cohérent de l'inviter. Et je vous présente aussi, voilà, toute cette bande joyeuse et bariolée auprès de moi, ils font tous partie de la relève bariolée. Et la relève bariolée, c'est une bande
de jeunes de partout et de nulle part, un peu comme Paul Vallée. Et on s'est rencontrés récemment grâce à La Colline, et on s'est réunis autour de cette parole poétique. Ils m'ont fait entendre leurs poèmes, et voilà, au départ ils devaient être spectateurs, et j'ai décidé qu'ils seraient aussi acteurs de ça, parce que la poésie appartient aussi à la jeunesse, et surtout cette poésie de Paul Vallée. Donc voilà, ils participeront au fur et à mesure à cette soirée. Voilà, la relève bariolée étant dirigée par Nabil et Léa, tout au fond là. Et je vous présente aussi Mauro Basilio, qui a eu la gentillesse de nous accompagner au violoncelle. Voilà. Bah écoutez, tous les protagonistes sont là, donc on peut commencer. Paul Vallée. Ni grec, ni juif, ni gaulois, ni chinois, ni catholique, ni protestant, ni figue, ni raisin. Rien du tout. Un clou rouillé, un clou sauvage, un clou de sabotage, engagé volontaire dans votre chambre à air. Ma biographie. Les moutons mangent-ils de la viande crue? Demande-t-on des pièces de suridentité aux loups galeux? Bon gré, mal gré, pas de pédigré. Terminus, à bas la percée des montagnes. J'ignore qui je suis. La police le sait mieux que moi. Vos papiers, s'il vous plaît. Identité non signifiée, papier et papier à peine ratifié. Je suis dans un monde qui me regarde stupéfait, plein de fêlures et de fissures, que je suis menu dans ici-bas imposant. On prépare des fusées plus funestes, on prépare des ogives plus célestes. Voici la tempête qui se lève de nouveau sans qu'on sache pourquoi, ni ce qu'elle va pulvériser. Affaire sur affaire et la hâte sur la hâte. J'ai repensé l'impensable. Aurais-je le temps de crier? D'un profond sommeil, je sors écrasé. Quoi de plus simple que les yeux sans visée? Mais non, rien n'est simple. Tout est pourri d'insoluble. Et quand le bonheur découvre son visage, mon Dieu, est-ce vraiment un visage ou une cagoule? Et mon visage à moi, est-ce vraiment un visage à moi ou celui d'un autre naufragé inconnu? Jamais je n'ai vu mon visage plus étrange. C'est d'un péril extrême que vient ma survivance. Empreinte de l'inouï sur la trace familière. J'épelle dans le chaos ma liberté première. Ma poésie riposte à l'existence. Mon existence riposte à l'infamie. Dernier rempart vivant de l'insécurité. Puissant contrepoison de toute prédication. Virus insupportable pour le néant souriant. Je suis ce rien obscur contre qui l'on ne peut rien. Je suis ce grain de sable, mortel pour l'engrenage. Je suis cette lettre scellée où butent les écritures, d'un bout à l'autre souillée, d'un bout à l'autre intacte, plus seule que solitude quand elle pétrit sa mort. Je suis ce piège tendu devant la horde en marche, fléau pour les troupeaux, sinistre pour les bergers, plus homme que tous les hommes, plus loup que tous les loups, surgi d'un sombre non-lieu, d'un non-lieu intouchable.
J'écris, c'est un mystère. Je vis, c'est un miracle. Perpétuel brûlot, la guerre est mon repos. J'aime la lumière sacrée des ombres écartelées, et la faiblesse qu'on perce, et la puissance qu'on mate, et l'angoisse qu'on brise, et le frisson qu'on viole, quand la raison s'effondre devant la juste parole. Je marche sur les pavés, sur le macadam, sur la terre battue, sur l'asphalte, dans les rues sans fin et sans but. Pierre, cailloux, bitume, goudron, goudron solide, goudron liquide, blocaille, et encore et toujours pierre de toute taille. Et je marche dessus comme un automate hébété, un guignol difforme sur le cimetière de la terre, étranger à la terre, où des millions de morts sous mes pieds sont couchés, squelettes depuis des millions de siècles, des vaillants, des puissants, des guerriers, des paysans, des chasseurs, des marchands et des lâches. Tout un monde dissimulé par les morts, allongé en toute quiétude apparente. Et je marche dessus avec mon arrogance qui me serre la gorge et qui m'empêche de connaître l'inconnu. Il faut expier l'impalpable, partout présent, partout vivant, et je marche, et je marche, et je marche, et je marche, et je marche sur le cimetière de la terre. Je marche sur la route, et je marche par-delà, et je marche par-dessus, en avant, en arrière, en travers. Et je marche quand je dors, et je marche quand je parle, et je marche sur la route, macadam, bitume, goudron, cailloux, cailloutis, pierres et blocailles, tout un monde abîmé, embourbé, encrassé, barbouillé, souillé, profané dans une ville. Squelette mouvant dans ma ville, squelette vibrant, où je marche écrasé mort, béant. Quand le chaos commence à ployer l'homme du siècle, c'est alors que le poème relève la tête. Et je dis non. Je dis non au miasme et marasme, et à tout ce qui rampe et glisse et se décompose. Je dis non aux paroles en beurre avec tous les honneurs, prix des prix, médailles, promotions, nomenclatures, carrières diverses et de sable. Je dis non aux nargues et venargues et subardes à l'air conditionné. Je dis non aux cabotons pieds de biche, archivoltes, croupions et portails, jartelles et jarretières et collants intégraux. Et je dis non aux gros, aux détails, aux tarifs, aux clients, au débit, au crédit, aux factures, à l'escompte. Je dis non aux affaires fructueuses, aux lugubres, à la lie. Pas d'argent, pas de sang. Je dis non à tout ce qui se dérobe clandestinement à la folie naturelle. Je dis non à la suie, à l'axonge et la panne et la glu et le lard et l'anus et les écoulements excréments et les boucheries des animaux innocents. Innocents, les animaux. Je dis non à la basse-cour et la haute-cour, les bombix, les bombements. Je dis non au concubinage et mariage et lois contre les trigames, adultères en babouche, en culottes trop serrées pour femmes en état de grossesse. Je dis non aux regards fuyants et aux bouches suçoires. Je dis non aux stratégies amoureuses, aux ogives nucléaires, aux missiles et fusées mortuaires. Je dis non aux duplicata, je dis non à l'État. La culture ou l'ordure, je suis contre. Je dis non aux manies cérébrales, aux visages détournés, aux rivières desséchées. Je dis non aux écorcheurs, procureurs, professeurs, ordinateurs, aux musées et aux râteliers. Il y a oui pour le non. Il y a poésie et poésie. Il y a eau minérale et eau minérale. Il y a cérémonie, il y a tout le fourbi, il y a le roussi, il y a la folie. Poète maudit par le monde, je marche sur cette terre, sur ma terre, humilié, estropié, condamné, et mes jambes tremblent d'effroi. Voilà, c'était juste pour vous donner un petit avant-goût. Paul Vallée, et j'ai terminé cette lecture par ce poème par lequel je l'ai découvert, et je dis non, qui est un poème du refus,
Paul Vallée, c'est un grand poète du refus. On retrouve beaucoup de poèmes qui s'appellent Le refus. Et je vais commencer à en discuter un peu avec Linda. Et il y a des liens qu'on pourrait faire entre Paul Vallée et vous, Linda, notamment sur la violence, la ville, la recherche sur le langage. Et vous parlez dans un poème de votre dernier recueil, La nageuse désossée, du cimetière vertical, presque propre des murs. J'ai noté ça, en évoquant la ville et sa fosse commune. Et Paul Vallée, là on l'a entendu dans le poème que j'ai dit, marche par-dessus les morts. Et ce sont même les morts qui le font écrire. Puisque, en fait, c'est la mort, ce sont tous ces morts qui l'ont fait se lancer dans la poésie. Et vous parlez aussi beaucoup de marche dans votre œuvre. La marche et les morts, voilà, j'ai noté ça comme un lien. Mais de manière plus vaste, qu'est-ce qui vous parle chez Paul Vallée? Je pense que c'est le devoir de mémoire qui me parle chez Paul Vallée. Premièrement, parce que je le comprends très bien. Comme vous l'entendez à mon accent, je viens du même côté du monde que lui. Je suis né en Roumanie, à Bucarest. Et il a fui la Russie quand les bolcheviks sont arrivés. Or, justement, dans ce livre que vous avez évoqué, La nageuse désossée, légende métropolitaine, je parle du génocide communiste. Et c'est vrai que je me retrouve toujours dans les auteurs, dans les écrits des auteurs, qu'il s'agisse de poètes ou pas, cela n'est pas du tout important, qui accordent une place primordiale au devoir de mémoire. Et je pense aussi à un texte dont le titre m'échappe malheureusement, de Paul Vallée, où il s'interroge précisément sur le concept de devoir de mémoire, sur la mémoire en général, plus précisément, où il dit qu'on peut voir la mémoire comme un débris, comme une sorte de poids, comme quelque chose qui pèse tellement lourd, qui écrase, qui empêche d'avancer. Et plus le poème avance, plus il se rend compte qu'il se trompe. Parce qu'en fait, c'est grâce à ce devoir de mémoire, grâce à la prise de conscience qu'il implique, qu'il arrive vraiment, non pas à exister, comme il le dit, mais à vivre, à vraiment habiter cette terre de manière verticale, justement. Je pense que c'est un terme clé pour comprendre la poésie de Paul Vallée. De manière verticale, il ne veut pas de résilience, en fait, absolument pas. Il est vraiment dans la révolte, dans la prise de conscience, et une prise de conscience qui n'est pas là pour faire joli, parce que bien sûr il faut prendre conscience, il faut pleurer les morts, il faut s'inscrire dans un siège quelconque. Non, pas du tout. Loin de là, il est dans une prise de conscience qui est d'une certaine manière l'équivalent de la vie même. Sans cette prise de conscience, la vie, en fait, n'est pas du tout envisageable. Et c'est, je pense, dans cette perspective qu'il est important vraiment de lire Paul Vallée, qu'il est important aussi de comprendre que pour lui, en fait, pour tout le monde, cela devrait être valable pour tout le monde, vivre, c'est vraiment résister aux atrocités, d'autant plus que les atrocités, comme nous le constatons, et vous venez de le dire aussi, ont tendance à s'inscrire dans une sorte de mythe de l'éternel retour, en fait. Et quand ce n'est pas d'un côté du monde, c'est de l'autre côté du monde. Et en fait, quand on voit ce que l'homme fait à l'homme, et là j'emploie vraiment un syntagme de Paul Vallée, il y a vraiment de quoi se poser
réfléchir à cette véritable question, qu'on soit impliqué ou pas d'ailleurs dans cette résistance, je veux dire, de manière active. Et par rapport à ça, il y a cette phrase clé dans le poème « Et je dis non » qui dit « Il y a poésie et poésie ». Et je crois que, parce que effectivement, j'en parle un peu dans mon livre, mais il y a la poésie qu'on nous apprend dans les écoles, il y a la poésie comme un espèce de divertissement pour élite et qui appartient à un petit entre-soi, alors que c'était pas du tout la position de Paul Vallée. Pour Paul Vallée, la poésie était une question de vie ou de mort. Et en fait, voilà, le fait qu'il se soit lancé dans la poésie comme il s'est lancé dans la résistance, qu'après même avoir résisté, il ne pouvait pas se promener sans avoir son revolver sur lui. Donc il y avait cette question de comment vivre après cela et comment écrire. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, il y a aussi une réponse à Adorno quand il dit que tout poème après Auschwitz est barbare, parce que pour Paul Vallée, qui avait perdu son père, sa mère, son frère à Auschwitz, c'était une question vitale. Et une autre chose, parce que là, ce qu'on va essayer dans cette soirée, c'est de vous dresser un portrait un peu éclaté de cet homme. Il y a une chose qui me touche, c'est qu'il y a une guerre déclarée à l'identité dans cette œuvre. Et dans le premier poème que j'ai dit, il refuse de se déclarer ni juif, ni gaulois, ni chinois, ni quoi que ce soit d'autre, alors qu'il l'était juif, alors qu'il l'était dans sa chair. Mais en fait, Paul Vallée, il prend ce pseudonyme, puisqu'il se sentait le valet de la parole, pour faire une œuvre dédiée en fait à la fiction, et c'est comme une déclaration de guerre à l'identité. Et je trouve qu'en ces temps de repli identitaire, c'est aussi quelque chose qui vient nous secouer et nous parler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Linda. Pour lui, c'est évident que l'identité est source de mort, à proprement parler. Pour lui, pour toute une communauté, pour l'humanité. Bien sûr, on comprend parfaitement bien les revendications identitaires, mais c'est vrai qu'il y a aussi des personnes qui ne souhaitent pas du tout se définir, en tout cas pas de cette manière. Et je pense que Paul Vallée le dit dans un texte, j'ai une mémoire complètement défaillante, donc je ne peux pas vous dire de titre, hein, mais je sais que dans un texte, voilà, il dit de manière très claire, je ne veux pas de définition, il ne veut surtout pas s'inscrire dans une case. Le verbe définir est synonyme du verbe en finir. Oui, exactement, avec ce jeu de mots, oui, exactement. Donc, encore une fois, on retrouve le paradigme de la mort, de l'enfermement. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très claustral, je dirais, dans l'identité. Et en même temps, de l'autre côté, on va dire, dans l'identité, bien sûr, il y a des origines, il y a des choses fondamentales, il y a l'essence même de l'être. Ce que je dis moi personnellement, c'est très compliqué. Vous savez, je viens de partout, d'une certaine manière. Oui, je suis née en Roumanie, mais je ne suis pas à 100%. Enfin, ma famille n'est pas, mes nombreuses familles ne sont pas à 100% de Roumanie, comme ça se passe un petit peu partout, je pense, dans le monde. Donc, on vient de partout. Je me sens très parisienne aussi, tout comme j'ai été autrefois très bucarestoise. Je pense que je dirais la chose suivante. Je suis toujours chez moi. J'ai écrit un livre intitulé L'autoroute A4. Je vais prendre... Voilà, c'est ça l'autoroute A4. Vous voyez cette feuille, format A4. Et voilà, je pense que je suis chez moi
tant que je roule le long de l'autoroute A4. C'est ça mon identité. Et j'ai aussi cette intuition que, parce que Paul Vallée, c'est quelqu'un qui a vécu dans sa chair l'exil, puisqu'il est né en Russie. Il a dû fuir en Pologne dans un wagon à bestiaux en 1917. Ensuite, il s'est installé en France et en fait, c'était une sorte d'apatride polyglotte génial qui parlait plusieurs langues, mais en fait qui ne se revendiquait finalement avant tout poète et qui a eu aussi plusieurs identités, c'est-à-dire que il s'appelait Seguin et Picard dans la Résistance, il s'appelait aussi Georges Schwartz, il s'appelait Paul Vallée, donc c'est tout ça, Paul Vallée, et c'est quelqu'un qui se définit constamment aussi par la contradiction, c'est-à-dire qu'il va dire une chose et tout de suite après penser l'inverse. Et je crois que la question de l'exil habite cette œuvre, mais je crois que dans le fond, moi, c'est ma conviction, je crois que l'exil habite tous les poètes, quels qu'ils soient. C'est-à-dire qu'il y a l'exil véritable, géographique, mais il y a aussi l'exil intérieur, l'exil par rapport à la langue, par rapport au langage. Et dans le fond, là où cette œuvre, pour moi, est révolutionnaire, c'est par rapport au langage, par rapport à la langue. Parce que il y a aussi toute une philosophie où très vite il va s'en prendre au parler capitaliste. Et en fait, il y a aussi quelque chose du lanceur d'alerte et quelqu'un qui dit attention, le totalitarisme commence par le langage. Et Dieu sait qu'il savait de quoi il parlait. Et voilà l'exil d'une société, d'un monde que le poète peut ressentir. Et pourtant, le paradoxe, c'est le poète, c'est celui qui peut nous réconcilier aussi avec le monde et avec le langage. Et voilà, je voulais vous poser la question, même si vous, c'est pas un exil véritable, mais qu'est-ce que ce mot fait résonner en vous? Et un autre mot qui est un peu précieux pour Paul Vallée, c'est le mot de métamorphose. Moi, j'ai la chance quand même d'être venu au monde très tard hein, par rapport à Paul Vallée. Vous voyez. Donc, pour lui, c'était une question de vie ou de mort, l'exil. Pour moi, c'était un choix. Moi, je voulais faire mes études à la Sorbonne. Donc, vous voyez, hein, ce n'est pas exactement la même chose. Hein. J'ai vu la Sorbonne à 16 ans. Quand j'ai visité Paris pour la première fois et j'ai dit c'est ici que je veux étudier la littérature comparée. Je ne sais pas pourquoi la littérature comparée, c'est une idée qui m'est venue comme ça et voilà, je suis docteur de littérature comparée aujourd'hui. C'est comme ça que s'écrit la vie. Donc vous voyez, j'ai une belle histoire à raconter, une très très belle histoire et c'est pour cela que je ne pourrai jamais m'inscrire dans cette sphère de l'exil. Et encore une fois, moi, je me sens chez moi tant que j'écris. Je ne crois pas aux poètes exilés, comme je ne crois pas du tout aux poètes maudits. Je crois juste aux poètes qui se battent pour inscrire la poésie vraiment au cœur de la vie. En plus, je suis au printemps des poètes. Est-ce que je peux dire le contraire hein? Peut-être pas. Ce serait pas bien. On va entendre quelques textes par la Relève Bariolé pour voilà, entendre d'autres voix aussi sur ces textes dont la plupart sont inédits. Paul Vallée, ni grec, ni juif, ni gaulois, ni chinois, ni protestant, ni figue, ni raisin, rien du tout. Un clou rouillé, un clou sauvage, un coup de sabotage engagé volontaire dans votre chambre à air. Garde désaffectée.
Il y a temps pour tout, car tout est long ou tout est court. Les autos rouges des pompiers brûlent en plein jour, en incendiant tous les signaux des carrefours. Le pain sort du four, si pressé d'être mangé qu'il accourt tout seul sous le couteau boulanger. La dactylo en route, 1000 coups à la minute, trouve le temps long entre deux tac-tac. Quand les aiguilles longues des pendules se touchent à midi, le temps s'aplatit, le fracas est tel que la machinerie saute, les rats s'enfuient, c'est un sauf qui peut. Les portes des écoles éclatent, les gosses s'envolent. Tout dégringole. On me dit, fais pas le con, c'est la vie. Le temps est court, le pain est long. C'est ainsi. Mais de toute la force, de ce qui me reste de liberté, je crie. C'est faux! Le temps n'est pas long, le temps n'est pas court. Il est rond, il est plein. Et ce n'est pas lui qui court, c'est nous qui courons. Alors, je pénètre affamé sous tes paupières vides de pendule, au regard désaffecté. Et je mange ton silence, et je bois ta durée. Rien n'est long, rien n'est court, rien ne passe, rien ne presse. Tout est libre, tout est disponible. C'est pourquoi je t'aime vraiment. Au regard désaffecté, laisse-moi souffler un peu sur tes quais inutiles, rien qu'un instant, pour m'imprégner de ta vérité. Pas encore. Nous n'avons pas encore suffisamment pleuré par les plaies de nos yeux couverts de cataractes. Nous n'avons pas encore suffisamment jeûné dans les maisons closes de nos ventres farcis. Nous n'avons pas encore suffisamment pétri la levure des morts avec nos mains de glace. Nous n'avons pas encore suffisamment aimé. Nous n'avons pas encore suffisamment saigné. Nous n'avons pas encore suffisamment hurlé, pendant que les martyrs hurlaient à notre place. La réalité. C'est au fond du puits que le ciel respire. Le vertige est mon point de repère. Depuis des siècles et des siècles, je crie au secours. On me répond, attendez votre tour. À une lectrice, le 19 mars 1951. Cher ami, merci pour votre lettre si amicale et sincère. Votre réponse à mon livre est si spontanée que je m'empresse à mon tour de vous donner quelques explications. N'y voyez aucun essai de justification. Vous avez parfaitement raison de vous étonner qu'un homme de recherche philosophique fasse une poésie aussi âpre et violente. Beaucoup de mes amis sont de votre avis, mais ils n'osent pas me le dire, et c'est regrettable car rien n'est plus urgent que de dire la vérité aux hommes. Même la politesse n'a que peu de valeur lorsqu'il faut découvrir toute sa pensée, et heureusement, ce n'est pas là le cas. C'est pourquoi j'apprécie tellement votre lettre. Elle est pour moi plus importante que des compliments ou des haussements d'épaules, car elle m'oblige à rentrer en moi-même pour découvrir les raisons et les sources de mon art. Oui, je suis entièrement intégré dans notre époque. C'est vous qui le dites, et je vous donne raison, intégré jusqu'à la nausée. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Notre époque est une maison qui brûle, et l'on me demande de faire un poème sur l'amour avec le coucher de soleil comme décor. Mais tout ce que je puis faire, c'est de crier au feu. On a assassiné des millions d'innocents. Une nouvelle boucherie se prépare. La violence devient de plus en plus raffinée, aiguisée, scientifique, méthodique. Et l'on me demande de peindre des roses. Apparemment, il y a deux solutions. Ou bien opter pour un bloc ou pour l'autre, communiste ou anticommuniste, ou bien se retirer en abandonnant ce monde à son triste sort.
Il est tellement facile et tentant de se dire « Moi, je suis pas bête, je suis meilleur que Dupont, tant pis pour lui s'il est violent. Moi, je suis chrétien, ou théosophe, ou anthroposophe, ou bouddhiste, ou n'importe quoi. Mais je me tiens à l'écart de toute la saloperie du monde. Quand ça bardera, je me réfugierai dans mon corps astral ou mental, et là, je ne risquerai rien. » Mais il existe une troisième solution. C'est d'être présent et de dire ce qu'on a à dire. Au brute qui bat un enfant, dire salaud. Au moine qui œuvre pour son salut, dire hypocrite. Au politicien, dire voleur. Au tortionnaire, dire bandit. Est-ce ça la violence? Mais il n'y a pas d'autre solution possible. Pour l'homme honnête que de dire, et de dire bien haut, que le vol, c'est un vol, et que le viol, c'est un viol. Ou alors participer au crime, ou partir, c'est-à-dire déserter, trahir. C'est ce que font les religions et les sociétés dites spirituelles comme la STI ou d'autres. Lorsque vous voulez faire jaillir une étincelle de deux pierres, vous ne les écartez pas, mais vous les frottez bien fort l'une contre l'autre, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que je fais. Entre l'écoulement et l'écroulement de toute chose, il y a un abîme. C'est là où passe le poète, avec sa pauvre parole traîtresse, si lourde à porter. Et quel salut y a-t-il pour celui qui assume la détresse souveraine, antérieure à celle connue des mortels? Et pourquoi le poète? Pourquoi accepte-t-il cet envers redoutable qui sans répit le pénètre et taraude? Il n'en sait rien. Évadé de la répugnance salvatrice du quotidien, le poète incarne l'être parfaitement raté, déséquilibré, inutile. La réussite est pour lui déchéance, et la victoire, effondrement. Il en tire une fierté à rebours et une force négative foudroyante. Regardez bien ses yeux. Fuyez le poète. Alors, fuyez le poète, c'est une phrase qu'on retrouve dans plusieurs de ses textes. Et la phrase est forte, c'est comme si Vallée nous mettait en garde. Et évidemment, il y a une part d'ironie aussi là-dedans. Et je voulais revenir là-dessus parce que c'est comme si le poète, dans la logique et la pensée de Vallée, était dangereux pour la société. C'est-à-dire que non seulement il dérange, il donne le mauvais exemple, il n'est pas aimable, il dit ce qui ne va pas, et surtout il refuse d'être assigné à une place. Voilà. Et je pense que ça, c'est très, très important. Paul Vallée a toute sa vie refusé d'être assigné à une place. Et en même temps, il y a quelque chose aussi qui est précieux là dans cette lettre que je viens de lire à une lectrice, que je trouve magnifique, sur ces deux voies qu'on nous oppose. Et quand il dit qu'il existe une troisième voie, celle de la présence, c'est-à-dire que la poésie n'est pas hors sol. Voilà. Elle est intégrée à l'époque. Et toute la poésie de Paul Vallée vient de l'histoire, vient de ce qu'il a connu et de ce qu'il a éprouvé dans sa chair et dans ses pores. Et je crois que cette question de la présence, je crois que c'est le sens de ce que vous faites, Linda, et de ce que je fais, de ce que j'essaye de faire. Et j'ai l'impression aussi, c'est pour ça que moi je trouve de l'oxygène dans cette parole, que Paul Vallée nous sert aussi à penser par nous-mêmes, à nous positionner et à sortir de tous les conflits binaires. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux solutions. Partir ou rester, fuir ou accepter, être pour ou contre tel débat. Alors que pour Paul Vallée, il dit à un moment donné que la poésie ne saurait s'inféoder à une idéologie, à une classe, à un parti. Elle ne peut être que solitaire. Et c'est une parole très forte. C'est quelqu'un à qui on a proposé d'être communiste quand il était en Pologne. Et puis il a dit à ses camarades au lycée, non, attendez, je vous donne la réponse demain. Et puis entre-temps, il a lu Ainsi parlait Zarathustra, et le lendemain, il a refusé. Parce qu'en fait, voilà, il s'est opposé toute sa vie aux idéologies. Et voilà, je voulais, Linda, vous interroger par rapport à cette parole-là
et au rapport entre poésie et idéologie, et à cette question de la présence, parce que ça me semble une question importante aujourd'hui. De toutes les manières, il ne pouvait pas devenir communiste, hein. Les communistes avaient déjà tout pris à sa famille. C'est comme ça qu'ils ont fui, si je ne me trompe pas, la Russie. Donc ils savaient très bien ce qui se cachait derrière l'idéal communiste. Oui, bien sûr, hein, je pense que ça n'a rien à voir avec ses lectures. Il avait déjà vécu et il avait certainement vu aussi beaucoup d'autres choses. Sa famille s'en est très bien tirée. Ils ont quand même pu quitter le pays. Le rapport entre poésie et idéologie. Je ne crois pas du tout à la poésie idéologique. Je ne crois pas non plus au choix. Je ne vois pas du tout l'intérêt de choisir, en tout cas de cette manière, on va dire, radicale entre les choses, et surtout pas entre les choses idéologiques. Moi, je suis pour une poésie apolitique, complètement apolitique, et c'est lié à ma vie personnelle, au fait que je suis quand même né... comme je le dis toujours dans la gamelle de la 9e décennie, je suis quand même né sous le communisme. J'ai vécu pendant 8 ans sous le communisme. Et j'ai consacré une partie de ma vie, après avoir publié La nageuse des Océans, à des recherches sur le massacre communiste. Donc je suis, je suis très touchée, on n'en sort pas indemne quand on fait de telles recherches. Et là, c'est vraiment une sorte d'euphémisme, hein, quand je dis ça. Par conséquent, je ne crois pas du tout à ces choses idéologiques qui passent à travers la littérature. Pour moi, la littérature est vraiment indépendante. Elle est libre, elle est une prise de position, mais il ne s'agit pas d'une prise de position politique, idéologique en tout cas, une prise de position tout simplement par rapport à la vérité, comme le dit Vallée parfaitement bien d'ailleurs dans cette lettre, par rapport à la vérité qui doit être dite. La vérité du passé, la vérité actuelle, mais sans chercher à s'inscrire dans tel ou tel camp. Ça me semble assez problématique, dans la mesure où je vois la littérature et la réflexion, généralement parlant, seulement comme une sorte d'ouverture de perspective, de tentative pour porter un regard aussi englobant que possible sur le monde qui nous entoure, hein, tout simplement. Par rapport à ça, il y a une citation de Paul Vallée que j'ai mise en exergue de mon livre qui dit « L'écriture est plus forte que l'écrivain ». Et je consacre un chapitre entier à ce que j'appelle la chair des mots. Et je pense profondément que la poésie s'inscrit dans les corps et que tout bon poème fait reluire la dimension intérieure du langage. Et dans un poème de La nageuse des Océans, vous parlez du dévissage de la langue. Et je voulais juste vous interroger, comment vous travaillez la langue en écrivant, vous? Est-ce que ça passe par le corps? Est-ce que vous dites à voix haute? Est-ce qu'il y a une oralité? Voilà. Au début, non, ça ne passe pas du tout par le corps parce que j'écris sur des thèmes. Donc, j'essaye de faire passer un message, tout simplement, et l'accent tombe toujours sur la construction de ce message. Ça, c'est la première étape. Ensuite, quand le texte se décante, et il met une éternité à se décanter, il met des années à se décanter, c'est très long, malheureusement pour moi. Alors là, oui, ça passe par le corps, nécessairement, parce que je crois à la poésie dite. Et si je n'arrive pas à lire un texte, alors je suis sûre que
ben enfin que ça ne va pas, hein, tout simplement. Donc là, je me dis, bon, ok, là, ça ne va pas, il va falloir retravailler. Et je retravaille toujours à haute voix. Et tout ce que je fais, en fait, bah, vous l'entendez, hein, là, j'ai 1000 chats qui se battent dans la gorge. C'est aussi parce que je travaille. Bon, là, ça, c'est la grippe, hein, mais c'est aussi parce que je travaille à haute voix. Je ne ménage jamais ma voix. Et quand je traduis à haute voix. Autrement, ça ne se noue pas, hein, correctement dans ma tête. Même quand j'écris un pauvre rapport sur les chiffres que détestait tant Paul Vallée, même ce pauvre rapport, je le lis à haute voix. Donc, oui, je pense qu'il y a un moment donné, c'est aussi une question d'habitude, d'expérience acquise au fil des années. Je pense que les choses s'organisent mieux à partir du moment où le message existe. Là, on sait ce qu'on a à dire. Et à partir de ce moment, on s'interroge sur comment on le dit. Et en faisant ce travail, en menant cette réflexion, en tout cas pour moi, ça s'organise vraiment comme ça. Et quand j'étais très jeune et que je n'avais pas du tout d'expérience, par exemple, j'ai trouvé très très marrant l'histoire d'un poète qui m'a dit, bah, j'étais au Festival Poetry International à Rotterdam et j'ai vu des poètes très très jeunes qui lisaient dans un bar et qui regardaient le public pendant la lecture. Et si le public aimait, c'était bien, c'était ok. Si le public n'aimait pas, alors ils rentraient tous chez eux et toutes pour écrire les poèmes. Ou bien, quand ils lisaient, ils voyaient bien qu'ils butaient sur tel ou tel mot, tel ou tel syntagme. Et alors, justement, même chose, ils rentraient chez eux, elles rentraient chez elles pour réécrire les textes. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un rapport très, très étroit entre l'écriture et la création, entre l'écriture en tant que création et le travail à haute voix. L'oralité, oui. Et je dis ça parce que moi j'ai eu deux expériences qui ont été très importantes dans ma vie. C'est avec Robert Desnos et avec Paul Vallée. Et j'ai fait cette expérience de lire le poème et puis de le relire à haute voix. Et quelque part, il y a quelque chose comme une sorte de miracle qui est apparu. C'est-à-dire que après, j'ai appris tous ces poèmes par cœur, mais je ne cessais de les dire à voix haute. Et c'est comme si quelque chose dans l'air se modifiait quand on les disait. C'est pour ça que je tenais à ce qu'il y ait une lecture de ces textes. Et je crois qu'il y a aussi ça dans la poésie. Il y a tout d'un coup... on vous apprend toutes ces récitations scolaires à l'école, on vous enseigne toutes les figures de style possibles, et ça peut dessécher un peu notre désir. Et tout d'un coup, alors que quand on apprend un poème par le cœur, par le corps, quand tout d'un coup quelque chose se dresse, eh ben, ça peut nous sauver la vie. En tout cas, moi, je sais que c'est ça qui s'est produit avec Desnos ou avec Paul Vallée. Et je crois que la poésie de Paul Vallée est profondément une poésie du corps, une poésie de la voix. Il parle beaucoup de la voix, il parle beaucoup de cette parole qui le porte. Et donc, c'est une poésie de l'incarnation. Et peut-être, je vais vous laisser en donner l'illustration. Et on va commencer par un poème un peu particulier, qui lui est parfaitement inédit aussi, et qui s'appelle Génocide. Génocide. Je les ai vus sans voir. Je les ai vus naissants. Je les ai vus souriants. Je les ai vus pleurant. Je les ai vus mourant. Et je n'ai rien vu. Et je n'ai rien pu. Et je n'ai rien su.
et je n'ai rien eu. C'était normal que de mourir tous ensemble, et non comme un chien seul, avec son nez morveux et sa langue pendue comme une laisse de feu crématoire. Que voulez-vous de moi? Quelques verres de mignarde salonarde? Ma surcharge vous dégoûte-t-elle? Attention! Je vous encombre péniblement. Chacune de mes paroles pèse des millions de tonnes mal pesées. Sobre et le regard d'une extrême horreur. La parole qui me porte. Me voici devant vous, déchiré, mais unique. Rescapé de la paix éternelle. Que pourrais-je vous donner de plus grand que mon gouffre? Il n'y a pas de calme, cuirassé. L'archange de la mort m'a comblé de survie. Je traverse mes mortelles évidences. La croix, cette marâtre de l'esprit. La loi, cette maîtresse d'infamie. Je commence à comprendre, sans saisir. La parole qui me porte est l'intacte parole. Elle ignore la gloire de la décrépitude. La parole qui me porte est l'abrupte parole. Elle ignore le faste de la sérénité. La parole qui me porte est l'obscure parole. Dans ces eaux profondes, ma lumière se noie. La parole qui me porte est la dure parole. Elle exige de moi l'entière insoumission. La parole qui me porte est une houle de fond. C'est une haute parole, sans frontières et sans nom. La parole qui me porte me soulève avec rage. Le voyant. Être lucide, c'est perdre connaissance. Être libre, c'est perdre l'équilibre. Être vengeur, c'est terrasser la vengeance. Être intact, c'est traverser l'évidence. Être aux abois, c'est passer au-delà. Invincible est la détresse de celui qui voit. Invincible est la détresse de celui qui voit. Invincible est la détresse de celui qui voit. Jamais, jamais je ne verrai le havre qui m'attend. Le môle du sommeil, le baiser de la cale. Car il me faut encore réapprendre à dompter une langue inconnue comme une mer étale. Au plus profond de moi, un enfant s'interroge. Les dieux trop lumineux m'ont comblé de ténèbres. Je ne sais où je vais, tant j'en suis ébloui. La dérive est mon nom. La tempête est mon lieu. Qu'ai-je donc fait pour sortir de mon rire, de cet âtre accessible à tous les reniements? La vraie révolte est pure. Sans âme, sans raison, sans tâche, sans espoir. Terre, veillée de la mort, berceau des vivants, jeune, beau et fort, récipient de l'homme, ô terre éternelle, vieille et nouvelle, bonne pelletée. Terre, je te sens dans chaque élément, dans chaque hirondelle, dans chaque poubelle. Terre, je te sens partout jeune et belle. Terre, je te sens dans chaque enfant, une simple pierre, un lit qui gémit, un grain de poussière, une crotte de souris. Terre, je te sens dans tes bois et champs, comme une femme ouverte en plein mois de mai. Terre des labeurs, terre des amours. Terre, je te sens
Au nord et au sud, à l'ouest et à l'est, le ciel et le vent, la neige et la pluie, les pleurs et les rires. Ma poésie n'est pas la vôtre, et votre poésie n'est pas la mienne. Écrire, ce n'est pas écrire. Hurler, ce n'est pas hurler. Avec ma tête couchée sur une feuille innocente et les doigts tremblants d'alcool fou mineur, je demeure un mutin intégral, nourri de tous les fléaux. Art ancien, art moderne, art futur. J'en ferai une ratatouille pour des chats sauvages, car je suis trop puissant pour vos entreprises somptueuses. D'autres paroxysmes me nourrissent. Ils ne sont pas de votre cru. J'aime l'art tordu. Embryon de poème. Dans toute votre superbe, il sombrera. Et je vais vous lire une lettre à Guy Benoît. Guy Benoît, à qui je pense très fort ce soir. Guy Benoît, c'est quelqu'un qui, dans les années 80, a redécouvert Paul Vallée et a réédité des poèmes et des recueils inédits. Et mon livre lui doit beaucoup. À Guy Benoît, le 15 novembre 1985. Cher Guy Benoît, j'ai bien reçu votre lettre du 11 novembre et suis navré de constater que votre morale n'est pas tout à fait à la hauteur souhaitable. Le peuple, dans sa sagesse, dit « il faut être philosophe », ce qui signifie implicitement être stoïcien, c'est-à-dire vivre en harmonie avec soi-même, ce qui est possible ou impossible, même sous la rafale des balles. Relisez Épictète et Marc Aurèle. En dehors de toute religion, croyance, opinion politique ou métaphysique, le stoïcisme, ce n'est pas une philosophie, mais une certaine attitude d'être, est un certain honneur intérieur, capable d'être acquis par simple introspection et réflexion. Essayez et vous verrez. Vous avez déjà fait tant de choses dans le domaine de la poésie, et bien des choses vous attendent encore, j'en suis sûr. Soyez donc patient et vigilant. Quant à la solitude dont vous parlez, songez à celle de Rilke, qu'il avait si bien décrite dans ses lettres à un jeune poète. C'est un livre d'une grande profondeur et d'une grande beauté. Merci de m'avoir envoyé l'extrait du cahier de l'archipel numéro 15 avec études sur mon œuvre. Me placer si haut risque de me donner un complexe mégalomaniaque. Ce serait bien triste. Mais je n'ai jamais reçu une critique plus profonde et subtile de ma poésie, ce qui est fort important pour moi, car cela me permet, à travers le cerveau d'une autre personne, de voir plus clair en moi. D'autre part, c'est un énorme encouragement pour un poète se nourrissant de solitude, car tout de même, on a beau dire et affirmer qu'on écrit pour soi-même, ce qui est exact, on voudrait être lu, ce qui est naturel. Il est étrange que dès qu'on écrit sur mes œuvres, on parle tout de suite d'Artaud, de Sioran ou des deux à la fois. Cela m'étonne un peu, mais leur influence ayant été nulle sur moi, croyez-vous qu'il soit souhaitable d'appuyer sur un bouton ou sur deux boutons à la fois dont chacun sonne dans un appartement que je n'habite pas? Il en est pareil avec l'esprit pascalien de Paul Vallée. Alors, certes, je connais et j'aime beaucoup Pascal, mais je n'ai pas l'esprit pascalien, hélas. Il fleurit chez les critiques cette fâcheuse manie de chercher des points de repère d'un poète, même là où ces points de repère n'existent pas. Quels sont donc les points de repère de la poésie d'Henri Michaud ou de René Char? Je n'en sais rien, et vous non plus. Quels sont les points de repère des cahiers de Malte de Rilke? Il n'y en a point. En ce qui concerne ma poésie, je nie tous les points de repère, ou d'influence, quels qu'ils soient. Quelle est la classe des poètes à laquelle j'appartiens? Je suis inclassable. Je suis unique dans le monde de la poésie actuelle. Que certains de mes poèmes soient inférieurs aux autres, c'est évident et c'est normal. En dehors de ça, je démolis toutes les influences poétiques qui auraient pu m'effleurer sans m'effleurer. Je lis pour la 50e fois le Bureau de tabac de Fernando Pessoa. Chaque fois, j'y trouve du nouveau. C'est un des grands chefs-d'œuvre portugais et mondial du siècle. Y rechercher des points de repère, voyons, soyons sérieux. C'est un petit texte qui fracasse l'homme. Y chercher autre chose est superflu et impossible. Et quand la beauté de la vraie poésie s'y ajoute, alors on est brisé d'émotion. C'est vous qui m'avez signalé ce livre. Merci. Voyez le grand et beau travail que vous faites. À bientôt. Amitié, Vallée. Post-scriptum. Du temps de Maurice Nadeau, certains critiques ont essayé de me situer pour un co-religionnaire de
Jacques Prévert. Ça, c'était le bouquet des points de repère. Mignardise. Au temps jadis, Alain Bosquet m'avait surnommé Paul Vallée, un sous-Prévert. Alors, je pensais, j'ai oublié de vous interroger, Linda, là-dessus tout à l'heure, parce que dans l'œuvre de Paul Vallée, on l'entend, il y a une véritable place donnée à la nature. On l'a entendu sur le poème Terre, mais aussi au cosmos, mais aussi à la banlieue. Parce que Paul Vallée, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, habitait Vitry-sur-Seine. Et ses premiers recueils s'appellent Pointe de feu et les points sur les i, les points comme ça. Et dans ces recueils qui sont épuisés, et je fais tout pour qu'ils soient réédités, mais on trouve certains poèmes dans mon livre, on trouve beaucoup de déclarations d'amour à des paysages de banlieue, et notamment à cette gare désaffectée que vous avez entendue là tout à l'heure. Et vous, dans le poème « La rue est une maison inachevée », j'ai noté ça, mais aujourd'hui, je ne me bats plus avec les murs, je leur préfère les rues, l'infinie tendresse de la banlieue, le contact avec la réalité me donne des frissons. Et il y a un lien, là encore, entre vous deux, sur cette ville, cette banlieue, ces terrains vagues, cette gare désaffectée. Vous chantez aussi le RER, les HLM, les supermarchés, les passages à niveau. Et voilà, je me dis, est-ce que ce ne serait pas ça aussi, la poésie? Pareil, quand Paul Vallée dit il y a poésie et poésie, c'est-à-dire voir la poésie là où, a priori, elle n'y est pas, ou voir ce que les autres ne voient pas. Enfin, ce que les autres nous désignent comme laid, par exemple. Voilà, je voulais vous interroger là-dessus. La poésie est partout, pour utiliser ce lieu commun. Forcément, elle est là où on souhaite la voir. Mais dans ce poème, je ne me bats plus avec les murs, en fait. C'est une allusion claire à ce que je disais un petit peu plus tôt, au monde claustral. C'est dans ce poème, et c'est ça le passage à niveau, en fait, entre le passé et le présent, où la mémoire, on va dire, se dépose couche après couche. Je pense tout simplement que la poésie, vraiment, elle est là où on souhaite la mettre. Je me souviens, à une certaine époque, j'animais des rencontres quotidiennes au festival de l'Odève, qui n'existe plus, c'était un festival de poésie. Et la première question que je posais à tous mes invités était la suivante: est-ce que vous pensez que le macadam est poétique? Et ce qui stressait absolument tout le monde. C'était très, très intéressant. Personne ne souhaitait répondre à cette question, mais moi j'y crois sincèrement. Moi je crois sincèrement que le macadam est poétique, parce que les choses ne sont pas en elles-mêmes quelque chose de défini, justement, comme le dit Vallée. Les choses sont seulement ce qu'on met dedans. Et si on souhaite y mettre de la poésie, alors elles sont poétiques. Le macadam est à 100% poétique. Il y a un mot aussi important pour Paul Vallée, c'est le mot de lacune. Il y a un de ses recueils qui s'appelle comme ça, qui s'appelle Lacune. Et il y a beaucoup de trous chez Vallée, beaucoup d'abîmes, beaucoup de lacunes qu'il explore. Et il dit à un moment donné, être pauvre en leçons, enseigner les lacunes. Et ce qui me fait penser à un quatrain de Boris Pasternak qui dit « Dans ta vie, laisse des vides et n'hésite jamais à sacrifier des pages entières, des chapitres de ton existence et de ta destinée. » Et c'est comme si, chez Paul Vallée, les lacunes étaient bienfaisantes. Les trous sont féconds, c'est eux qui l'amènent à écrire. Et dans un autre texte, il dit, dans ma poésie, ce sont les interlignes qui écrivent. Et là, en fait, on pourrait vous montrer certains poèmes de Paul Vallée sur la page. Il y a beaucoup de blanc entre les lignes. Donc l'encre blanche est presque plus importante que l'encre noire.
et l'absence. Et il y a cette idée que c'est pas en parlant des choses, en les nommant qu'on les restitue, mais au contraire parfois en suggérant leur existence, en cheminant vers leur absence. Et vous, Linda, que faites-vous voilà, on a parlé de l'oralité, mais du vide, de l'absence, du silence quand vous écrivez ou quand vous lisez de la poésie? Parce qu'il y a aussi cette histoire de voix silencieuse, en fait, aussi. C'est Jon Fosse qui parle du silence, d'un langage silencieux aussi, qui est pour moi aussi profondément lié à la poésie. Moi, j'accorde une attention très particulière à la construction des textes. C'est vrai que tous mes textes ont vraiment une disposition qui met les éditeurs dans un état de rage extraordinaire. Oui, la dernière fois, j'ai fait moi-même la composition parce que je ne voulais pas indisposer à tout jamais mon éditeur. Il a beaucoup apprécié. Hein. Voilà, il a beaucoup apprécié ça. Oui, moi, je construis vraiment. Je ne sais pas du tout comment procédait Paul Vallée. Je ne connais pas le recueil Lacune, qui est plus qu'épuisé, je dirais. Mais c'est vrai que moi, je construis les poèmes avec ces blancs intégrés. En fait, cette disposition participe du sens même des textes. Et j'ai toujours fait ça. Je n'envisage pas la poésie autrement. Elle passe certes par cette lecture à haute voix, mais elle passe aussi par une véritable, construction, vraiment. Hein. Comme on construit une maison, c'est ainsi que je construis mes poèmes. J'ai même écrit un livre sur ce sujet, donc vous voyez, voilà, je pousse les choses très loin. Hein. Voilà, donc je mets mot après mot, brique après brique, et bien sûr avec des fenêtres, il y a des espaces de respiration, mais c'est surtout autre chose. Ça me permet, et ça permet à tout le monde, si on prend le temps de se concentrer sur ce type de construction textuelle, ça permet de comprendre autrement le texte, sachant que mes textes ne sont pas si simples que ça, loin de là pour certains. C'est vrai, et ils sont très, très durs. C'est vrai que ça permet de mettre peut-être l'accent sur certaines choses qui, dans ma perspective, sont, on va dire, fondamentales pour la compréhension du texte, d'un côté, bien entendu, premier niveau, mais surtout, et c'est ça qui nous intéresse, pour faire passer le message que je souhaite faire passer. Et pour donner un exemple concret, il y a eu ce texte Génocide qui a été dit par Nasser tout à l'heure. Et en fait, ce texte, il y avait des silences dans ce qu'il faisait, mais il respectait les Blancs. Et en fait, c'était une note sur les manuscrits de Paul Vallée qu'il mettait « Respecter les Blancs » avec 4 points d'exclamation. Donc là aussi, j'ai lutté avec la maison d'édition. Voilà. Mais en vrai, voilà, les silences que faisait Nasser tout à l'heure sont inscrits dans le poème. Donc ça aussi, c'est une chose importante, quoi. Parce que chez Vallée, il y a le cri, mais il y a aussi le silence. Et il y a constamment des couleurs contraires. C'est pour ça qu'on n'en finit jamais avec lui, et qu'il y a plein de thèmes, en fait. On n'aura pas le temps de les écluser, mais les métamorphoses, l'identité, le cosmos, la folie, évidemment, puisque il s'est beaucoup interrogé sur la folie, puisque quand il était docteur, en 1930, il a fait une thèse contre la stérilisation des anormaux, donc les thèses prônées par les nazis, qui est une thèse absolument bouleversante en tant que docteur, Georges Schwartz. Et puis après, il s'est retrouvé à soigner les pauvres, à soigner les fous, et il s'est retrouvé en hôpital psychiatrique. À la fin de sa vie, il en a tiré un texte foudroyant qui s'appelle Solstice terrassé. Donc il y a aussi cette idée très forte que face à la folie du monde, il faut épouser
une autre folie qui est la folie peut-être poétique. C'est là le sens de mon livre, être fou plutôt qu'à genoux. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et j'ai vu qu'en 2022, vous avez rédigé une lettre adressée à ceux qui voulaient que la poésie décoiffe. Et j'ai trouvé cette lettre très forte, et vous observez une redynamisation, une revalorisation de la poésie, grâce notamment aux maisons d'édition indépendantes et à une nouvelle génération de lecteurs de poésie. C'est pour ça que je voulais que la relève soit avec nous. Et vous militez pour un nouveau commando poétique. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous tentez d'entreprendre aussi avec le Printemps des poètes, donner un nouveau visage à la poésie, ou plutôt révéler peut-être son vrai visage. Et c'est un peu aussi le sens de mon livre et le sens de cette phrase de Paul Vallée. Pour moi, j'y reviens, il y a poésie et poésie. Et le dernier chapitre de mon livre s'appelle « La poésie comme seule issue ». Et je crois que les poèmes de Paul Vallée sont des tentatives d'évasion, en fait, parce qu'il s'est toujours senti prisonnier d'un monde, d'un cadre, d'une norme, d'un dogme. Et il a continué son activité de résistant en écrivant de la poésie. Et ça toujours... Je sens beaucoup d'oxygène quand je lis ces poèmes. Et moi, ça me donne un souffle nécessaire pour affronter la réalité. Et je voulais vous interroger, pour finir sur cette question d'Hölderlin. À quoi bon? Pourquoi des poètes en temps de détresse? Poètes en temps de détresse. Voilà, qui est une phrase qui me hante souvent. Aujourd'hui, voilà, on peut se la demander. Et qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Ce qui est intéressant, c'est qu'Hölderlin pose la question. Quelle serait pour vous la réponse? Il y a beaucoup de réponses. J'ai même écrit un mémoire sur cette question que je m'empresserai même de laisser de côté là. Pour m'inscrire dans le sillage non académique de Paul Vallée. À quoi bon? Tout simplement, enfin, je pense qu'on a le choix. On peut vivre, et je l'ai dit de nombreuses fois, ça, on peut vivre les paupières cousues, la bouche bombée, les oreilles bouchées, ou pas. Tout simplement. Merci Linda. Pour finir, on va finir avec Paul Vallée, avec cette voix qui m'est si chère, et avec 4 grands poèmes. Refus d'obéissance. Loi mal partie des maisons malveillantes qui se frayent mauvais chemin par toutes les complications factices. Refus d'obéir à ceux qui touchent aux chiens-dents de la vie du matin au soir et qui n'en finissent plus. Refus d'obéir à l'impuissance et chapeau bas devant les képis et les casques. Je refuse d'entamer le travail de nulle part pour 1000 parts, avec uniquement pour matière d'exister 3 sourires par an et le reste gros de larmes. Je refuse tous vos oui, tous vos non pour la moindre construction prénatale, postnatale. Tout l'Orient, l'Occident des fourmis volantes, je le nie. Je refuse d'accepter ce qui me contemple avec haine et vilaine compassion. Infirme, je le suis. Mon cerveau est malade. Je refuse vos remèdes et vos trous et vos égouts et vos bancs des hospices. Je refuse d'être valide pour vos camps de vacances, vos exigences, vos indulgences. Non! Je dis et répète à vos satiétés et à vos sociétés des nains aux piqûres pour grandir et grossir et sauver votre crasse de la mort. Il fut un temps où j'obéissais en bonne et due face. À présent, c'est fini. Englouti dans le cloaque du mal-être. Tout finit par finir, disent les sages doctopeurs d'ennui. Tout guérit pour maudire, disent les mages et prêcheurs. Je refuse d'être couché quand je veux être debout. Je refuse d'être debout quand je veux être couché. Je refuse la tenue. Je refuse poésie cul-de-poule. Accepter, c'est crever. J'aime le vent et le sang mauvais, temps et tempête, et la mer démontée, et la terre ravagée par vous autres acceptants. Contre le ciel, je ne puis rien. Je refuse refuser. Mais pour ce qui reste, je refuse d'accepter.
Je refuse tête haute et tête basse, et les doigts crochus, et les reins épuisés. Je refuse d'obéir aux lois de la ville pénicrotte, multibotte, unifrotte. Je refuse d'obéir à la mort trop humaine par grenade, embuscade, croisade. Fou, je le suis. Dur, je le suis. Je refuse d'obéir au malheur d'exister. Je refuse d'obéir à l'obéissance. Un poème qui s'appelle Comme ça, qui est issu de ses premiers recueils et qu'on peut trouver dans les points sur les i, qu'on trouve dans mon livre. Vous êtes comme ça, bien foutu, comme une côte mal taillée. Quand la solitude vous accoste, vous lui payez un demi. Quand le temps vous surprend, vous lui filez entre les doigts comme des rats. Incapable de vivre dans la lune, vous vivez dans vos meubles. Mais quand la mort vous saisit, vous criez au voleur et vous vous réfugiez dans le ciel. Vous avez peur de tout. Vous avez peur du soir, vous avez peur du noir, vous avez peur du miroir, vous avez peur d'échouer, tout simplement, d'échouer doucement comme des épaves. Quand vous échouez, c'est avec bruit. Quand vous échouez chichement, ça fait une cellule. Quand vous échouez richement, ça fait une société anonyme. Il faut beaucoup de maîtres pour un grand échec. Maître d'école, maître d'hôtel, maître chanteur, maître de l'heure, grand maître, petit maître, maître tout court. C'est au choix. C'est comme ça. Il reste un trou. Un grand trou noir. Un grand trou dans le bas. Impossible à stopper. Impossible à boucher. Impossible à nier. Un grand trou dans le temps. Un grand trou dans l'espace. Un grand trou dans le vide. Un trou. Un trou. Un trou. Au bord violet, induré, endoctriné. Un trou de nausée. Un trou de pitié. Un trou qui pleure. Un trou qui saigne quand on le touche. Alors vous dites, couche-toi comme ça, doucement, dans le lit. C'est un clou, un gros clou. Ça passera, ce n'est rien. Mais moi, je sais qu'un clou, même un gros, un très gros clou, c'est pas fait pour le lit, c'est pas fait pour la nuit, c'est pas fait pour le jour, c'est fait pour le marteau, c'est fait pour le bruit, tout bruit. L'arbre se dresse dans sa lenteur, le silence gonfle, la fleur se fane, le chien aboie, la lune glisse, la nuit germe, et même les morts du fond de leur absence parlent avec leur langue diaphane. Vous dites, chante, allez chante, chante fort avec nous. Le solfège, la chorale, le beefsteak, le fromage, la poire, chante, chante comme ça, c'est la vie, chante comme nous. Ça soulage. Mais j'ai trop de vie pour vos cantiques, et trop de chant pour vos mélodies, et trop de fièvre pour vos lits, et trop de silence pour vos gueules, et trop de gueules pour vos cellules. Parmi vous, je marche de travers, mais debout, bien debout, trop debout, comme ça. Forte tête, trouble faite, mal incarné comme un oncle, inapte au drapeau, inapte au tombeau. Et j'atteste. Et j'atteste. Et j'atteste. Et j'atteste. Tout ce qui fait frémir nos nerfs ravageurs. Et j'atteste. La forêt envahissante sur les villages qui se meurent. Et j'atteste. Les bêtes qui se lèvent de leurs sombres repères pour courir. En avant. En avant. En avant. J'atteste. L'ombre et sa toute-puissance, révoltée contre elle-même. Et j'atteste. Le lever sur les ruines malades d'une culture contre culture déchirante. Et j'atteste. Et j'affirme. Que la bave montera pour se fondre dans le sexe écarlate vénéneux. Et j'atteste. Le chant du plus petit tremblement. Et j'atteste.
La beauté dévastée avec grand refus condamné. Et j'atteste. La brume, et la boue, et le vent, et la rage, et la haute incursion d'un puissant inconnu, délirant et drogué. Et j'atteste. Le passé. Sans passe-passe. Et sans ricanement, acquiescement dans le ciel violet. Et j'atteste. Le feu, le feu, et le feu. Et j'atteste. L'horreur de toute panoplie, bouffonnerie de nos villes purulentes. la colle. Pendant que tous les hommes du monde, dans leur hâte sélectionnée, brûlent les feux rouges pour arriver chacun le premier, au même but dépourvu de but, série de chaînes avec pointage, réglage, appareillage, machine qui tourne et qui avance et qui recule pour mieux finir et démontrer. C'est juste. C'est au point nommé. Voici le résultat qui fixe et qui le prouve. Mais je dis non. Cependant, il y a l'utile qu'on offre et qu'on demande. Loi de l'offre, de la demande. Je le sais. On m'a bien appris. On pousse et l'on se rend visible et souhaitable. La pub se chargera du reste. Et ça avance au jour le jour. Progrès intense, inépuisable. Devant leur table, les hommes calculent des chiffres titans qui font frémir. On les répand la nuit aidant. La nuit n'est pas faite pour mollir sur quelques chiffres de 1000 zéros. Millions d'ordinateurs surveillent zéro. Ainsi, zéro se multiplie. Il fait de petits et petits zéros. De grands zéros. D'énormes zéros. Sans fin, zéro. Pour aboutir au tout plus tout. Rien plus rien. Mais je dis non. Il y a des hommes, des femmes, des petits, des grands, des estropiés, des surdoués, des mal foutus. Bouillonne la vie qui n'en est pas une, mais qui ressemble de loin à ceux que l'on pourrait mettre dans sa poche. En attendant, vis comme les autres. Il faut de plus en plus d'argent pour vivre dans le malheur. Courir, courir après ton tour, sinon tout s'écroulera sur ton petit dos. Si tous les rats du monde pouvaient réunir leurs peines, Nouvelle fédécité prendrait soin de toi. alors cours, cours comme les autres. Mais je dis non. Partout, partout, on s'agglutine en s'accolant. Bonne colle qui tient. On reste collé au même refrain. Une foule collante et pleine d'élan plus que collant. Qui colle aux robes, aux pantalons, aux bas collants, aux vrais collants. Collant, toto. Les cheveux, le nez, le cou, les seins et les paupières. Tout colle intensément. Les connaissances, ça colle bien. Et l'ignorance, ça colle fort. Les femmes, ça colle avec puissance. Et les hommes, ça colle. Hein? Les mêmes orgasmes d'idées, de convictions et de doctrines depuis l'amnios. La colle rapporte d'immenses aisances. On monte en grade avec la colle. On devient maître, des super maîtres grâce à la colle. Ça colle la vie, toi. Fais pas le con. Colle comme les autres. La vie, ça coule. Ça vit, ça crève, ça baisse, ça paye, et ça rapporte, 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 mais je dis non!